everyone. Please bear with us. We're just waiting for the stream to feed to Facebook. It looks like we are now live on Facebook. Norman, I'm going to hand it over to you in Brussels. Yes. I can start. Bonjour à tous. Merci pour votre présence pour cette première conférence de presse en présentiel qui se tient dans un contexte assez lourd. C'est une conférence de presse où nous allons parler du cas de Paul Rusesabagina, ce Belge qui a été kidnappé il y a maintenant près d'un an, le 27 août dernier, à Dubaï, amené au Rwanda illégalement, torturé, dénié de justice et donc maintenant emprisonné depuis près d'un an dans des conditions très difficiles. Cette conférence de presse va nous permettre de revenir essentiellement sur un nouveau rebondissement dans ce dossier qui ne cesse d'avoir de nouveaux points toujours plus injustes les uns que les autres. En effet, l'avocat de Paul Rusesabagina, Maître Lurquin, était la semaine passée au Rwanda pour l'audience qui devait donner le verdict du procès qui se tient depuis plusieurs mois pour Paul Rusesabagina. Comme vous le savez, le verdict a été repoussé de près d'un mois et Maître Lurquin n'a pas pu voir son client, mais en plus de ça, il a été expulsé du Rwanda. Donc, durant cette conférence de presse, nous pourrons écouter Maître Lurquin, mais également la famille de Paul Rusesabagina, Anaïs Kanimba, Karine Kanimba et Roger Rusesabagina. Hello to all the journalists who are following us on social media and on Zoom. This press conference will be held in French. It will concern the case of Paul Rusesabagina. We will go over the whole case from the beginning. As a reminder, he was kidnapped on August 27, 2020. So he has been injustly imprisoned for almost 1 year. During this press conference, we will talk in particular about the trip of Maître Lurquin last week to Rwanda and his inadmissible expulsion. The panelists today will be Vincent Lurquin, Anaïs Kanimba, Karine Kanimba, and Roger Rusesabagina. You will have the opportunity to ask your question in the language of your choice after the intervention of our panelists. Sans plus tarder, je vais inviter Maître Lurquin à prendre la parole. Oui, je vous remercie. Et avant de parler du rebondissement dont on vous a parlé, je veux d'abord également vous remercier ceux qui sont là en présentiel, mais aussi ceux qui sont là en virtuel, parce que je suis pleinement conscient que seule la liberté d'expression va nous permettre d'accéder à la vérité judiciaire dans ce dossier, et que vous, les journalistes, vous êtes les vecteurs de cette liberté d'expression. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement d'un homme qui est Paul Rusesabagina. Aujourd'hui, vous le savez, il est détenu à la prison de Nyamukenge. J'étais à la prison la semaine passée, mais comme on vous l'a dit, je n'ai pas pu le voir. Et je vous avoue que ça fait une drôle d'impression pour un avocat d'arriver à la prison et puis de savoir que son client est juste derrière la prison et pourtant de repartir sans le voir. Je suis revenu à Kigali, à une vingtaine de kilomètres de là, et puis ça, vous savez que j'ai dû refaire encore quelques milliers de kilomètres puisque j'ai été arrêté, interrogé et expulsé du Rwanda. Alors, mon histoire, si vous voulez, avec Rusesabagina commence
en 1994, en août 1994, nous étions à Kigali pour une des premières missions des droits de l'homme. C'était un mois après le génocide, ce qui est probablement le crime le plus horrible contre nos humanités. On tue quelqu'un pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et alors que nous étions assez seuls à l'intérieur du Rwanda, on a entendu parler d'un homme qui avait effectivement sauvé des centaines de vies à l'hôtel des Mille Collines. Finalement, l'arithmétique s'est précisée maintenant. Nous savons qu'il s'agit de 1268 personnes qui ont été sauvées, qui étaient promises à une mort certaine et qui ont été sauvées par Paul Rusesabagina. Alors c'est lui pourtant qui aujourd'hui est à Nyarugenge, à la prison. Pourquoi est-ce qu'il est à la prison? Mais parce qu'effectivement, tout part de 1994, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était reconnu par la communauté internationale, reconnu par le courage qu'il a eu, reconnu parce qu'il était un opposant, mais quand il était opposant, il a dû venir ici en Belgique. On l'a reconnu réfugié, ce qui veut dire qu'on savait, nous en Belgique, et que tout le monde savait, qu'effectivement, il craignait avec raison d'être persécuté si un jour il retournait au Rwanda. Il a obtenu la nationalité belge, et le 28 août, presque un an jour pour jour, il revenait des États-Unis et il a été enlevé. Il était à Dubaï, il a téléphoné à sa famille, et puis jusqu'au 1er septembre, on n'a plus de nouvelles de lui. Il a été enlevé, c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez tout à fait exorbitant dans la jurisprudence judiciaire. Enlever quelqu'un, et nous le disons clairement, enlever quelqu'un avec la complicité des autorités rwandaises. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le procureur général de Kigali qui nous a adressé notamment le témoignage du pasteur Nyawengere qui a accompagné Paul Rusesabagina dans ce fameux jet privé qui l'a conduit non pas au Burundi comme il le croyait, mais bien au Rwanda. Et le pasteur a été interrogé. Il a été interrogé par la sûreté rwandaise, d'abord le 27 février, où on a l'ensemble de son audition dans lequel il explique qu'effectivement, on lui demande de continuer à avoir des contacts avec Paul Rusesabagina et d'informer la sûreté. La deuxième fois qu'il est interrogé, nous avons également l'audition. C'est le 28 août, c'est-à-dire le jour même de l'enlèvement. Il raconte comment il a été enlevé, comment il a dupé Paul Rusesabagina. On lui a fait croire qu'il allait à Bujumbura et en réalité, il est arrivé à Kigali et qu'il s'est rendu compte qu'il était à Kigali uniquement au moment où l'avion a atterri. Et puis alors, vous savez, on l'a menotté, on l'a ligoté et on l'a mis dans un endroit que l'on ne connaît pas encore. Donc, ce problème d'enlèvement est un problème qui est évidemment à la base de tout le problème de Paul Rusesabagina et du problème de la justice. Mais sur cet enlèvement, personne n'a encore parlé au niveau de la justice, ni de la justice rwandaise, ni de la justice belge. Et personne, malheureusement, n'en a parlé au niveau du gouvernement belge. Kagame l'a dit clairement pour vous montrer un peu les différences de ton et de sens que les autorités rwandaises ont. D'abord, il nous a dit que les autorités rwandaises ont d'abord déclaré, c'est un rapport de Human Rights Watch, qu'elles avaient arrêté Rusesabagina grâce à la coopération internationale. Le 8 septembre, elles ont semblé faire marche arrière, suggérant qu'elles étaient seules responsables de l'arrestation de Rusesabagina. Si tel est le cas, cela signifie que les agents rwandais opéraient sur le sol des Émirats pour le capturer. Et puis on a une deuxième version. Le 6 septembre, Kagame lui-même a nié toute allégation d'enlèvement. Il n'y a pas eu de kidnapping. Aucun acte répréhensible n'a été commis dans le processus qu'il a mené ici. Et puis enfin, on a eu une troisième version. À la suite des plaintes que nous avons déposées, on a déposé plainte avec constitution partie civile entre les mains d'un juge d'instruction belge sur le problème de l'enlèvement. Le gouvernement rwandais présente une troisième version de l'enlèvement où Paul Rusesabagina aurait volontairement embarqué dans un jet privé, lequel fit escale à Kigali, ce qui lui permit de profiter du fait qu'il était sur le territoire pour l'arrêter. Mais là aussi, aucune de ces trois versions n'est exacte, et nous le savons par qui? Nous le savons par le ministre de la Justice du Rwanda lui-même, puisque vous aurez peut-être entendu cette émission assez extraordinaire à Al Jazeera, où le ministre disait, en off bien sûr, mais il a été enregistré, que c'était le gouvernement rwandais qui avait payé le jet privé pour le faire venir, complicité d'enlèvement. Et personne ne parle. Et puis alors, vous avez eu les conditions
d'arrestation, le fait que pendant plusieurs jours, il a été bâillonné, qu'il a été ligoté, qu'on est venu le voir et on l'a laissé dans un endroit qu'on ne peut pas encore définir maintenant. Et là aussi, la justice rwandaise s'est tue, mais là aussi, la justice belge s'est tue, et là aussi, le gouvernement belge s'est tue. Enlevé, torturé, et puis alors, on l'a présenté devant la justice, mais sans avoir la possibilité d'avoir droit à un conseil de son choix. On lui a désigné 2 conseils qu'il n'a pas voulu avoir. Finalement, Paul Rusesabagina va faire ce qu'on appelle un procès de rupture. On ne peut pas avoir confiance dans une justice où vous ne pouvez même pas vous-même être défendu par le conseil de votre choix. Or, vous avez, et c'est à votre disposition, une lettre de la main de Paul Rusesabagina qui date du 6 octobre 2020, qu'il écrit de la prison en disant « Je désigne comme avocat Vincent Lurquin et Gatera Gashabana ». C'est dire que quand j'arrive au Rwanda en octobre pour suivre cette lettre, c'était pour voir Paul Rusesabagina à la prison, mais on ne le fait pas en... Nous, tout ce que l'on fait, c'est de manière extrêmement claire. Nous avons d'abord contacté effectivement les affaires étrangères le jour même de son enlèvement, et Madame Wilmès elle-même a à 3 reprises adressé des notes verbales au niveau du gouvernement rwandais pour demander que je puisse voir Paul Rusesabagina à sa prison. On ne lui a jamais répondu. On lui a répondu juste maintenant, le lendemain de mon arrivée maintenant à Kigali, on lui dit que ce n'était pas possible parce que le gouvernement rwandais aurait écrit un courrier que pour lui, il n'était pas nécessaire de poursuivre une instruction en Belgique. Et c'est ça tout le point essentiel dont je voulais vous parler brièvement aujourd'hui, c'est qu'avant cet enlèvement, il y a eu depuis des années des enquêtes sur Rusesabagina. Et en juillet 2019, on ouvre une instruction. L'instruction est confiée au juge Leroux et il y a une enquête qui va se faire. Cette enquête se fait à la demande des autorités rwandaises. Mais une fois que l'enquête commence, c'est effectivement une enquête belge, avec un juge belge, un procureur belge, un accusé, Rusesabagina, qui est belge et uniquement belge, et un avocat qui est belge et qui doit voir son client. Actuellement, le problème qui se pose, c'est qu'on va devoir, l'enquête va se clôturer. Et lorsqu'une enquête se clôture en Belgique, vous devez aller devant les juridictions d'instruction. On va devoir aller devant la chambre du conseil, on va devoir aller devant la chambre des mises en accusation. Et devant la chambre du conseil, la chambre des mises, vous avez un juge, vous avez un procureur, mais vous avez nécessairement aussi, vous avez l'accusé, mais qui ne sera pas là, ou son avocat qui le représente. Mais comment voulez-vous représenter M. Rusesabagina si vous ne l'avez pas vu? Telle était la raison pour laquelle je devais nécessairement aller le voir à Kigali, parce que sinon, vous allez avoir une contamination de notre système judiciaire belge par rapport à ce qui se passe là-bas. Ça peut être une sorte de virus juridique variante rwandais en disant, à partir du moment où on ne permet pas à la personne d'être vue, ne fût-ce que par son avocat, ça veut dire qu'on va bloquer la procédure ici en Belgique. Et il ne suffit pas évidemment d'avoir un courrier pour faire en sorte que vous puissiez arrêter une procédure. Alors voilà pourquoi je pars là-bas. Voilà pourquoi j'essaie de contacter le bâtonnier, le procureur général, le ministre de la Justice ou le ministre des Affaires étrangères. Mais malheureusement, cela n'aboutit pas et nous faisons une conférence de presse, effectivement, 2 conférences le jeudi et le vendredi, notamment avec les journalistes rwandais. Et le samedi matin, je suis arrêté. Alors pourquoi est-ce que je suis arrêté? Je suis arrêté parce que je serais entré au niveau, au Rwanda, pas de manière illégale, ça ils ne le disent pas, mais sans avoir de permis de travail. Vous savez, ça fait, maintenant j'ai travaillé pendant 20 ans dans les tribunaux internationaux, ça fait une vingtaine de fois que j'étais au Rwanda, c'est toujours la même chose. Vous entrez, avant vous deviez avoir un visa d'ici, maintenant vous avez un visa là-bas, et quand je suis allé, j'ai décliné mon nom, mon identité, j'ai dit que j'étais avocat, j'ai dit que je venais voir M. Rusesabagina en prison, et on m'a laissé entrer. Et j'ai demandé même si je ne devais pas payer le visa de 60 €, et on m'a dit non, non, si vous ne restez pas pendant plus d'1 mois, vous pouvez entrer au Rwanda. J'étais évidemment le lendemain à l'ambassade de Belgique, et là aussi, personne ne m'a rien dit. J'étais allé en octobre, j'ai fait exactement la même chose, personne ne m'a rien dit, mais ici, ils disent oui, mais vous avez assisté au jugement
de Rusesabagina qui devait se prononcer le 20 août. Le problème, c'est que le jugement a été remis et que ce à quoi nous avons assisté, mais pas tout seul, les autorités rwandaises disent jamais qu'à côté de moi, il y avait Maître Gatera. Maître Gatera, pour vous expliquer qui il est, c'est l'avocat de Paul Rusesabagina au Rwanda. C'est aussi un ancien bâtonnier et c'est aussi le président actuel de l'ensemble du conseil de déontologie pour tous les avocats du Rwanda. Dieu sait si il y a une référence en termes de déontologie, c'est bien lui. Et c'est nous deux qui arrivons. Mais quand vous devez aller voir des juges faire les représentations d'usage, comme on dit, c'est-à-dire se présenter parce que vous êtes avocat dans votre pays, on ne vient pas en jogging et donc on met effectivement sa toge. C'est une obligation qui est une obligation déontologique et on met chacun sa toge. On apprend alors que les juges sont en téléconférence à Nyanza, que les détenus sont restés à la prison en vidéoconférence, mais on voit le greffier de la Cour suprême, on voit le procureur général, et il est clair que pour voir ces personnes-là, on se met en toge. Et puis on assiste à un jugement qui dure 3 minutes, puisque le jugement dit uniquement que le jugement ne sera pas prononcé, mais sera remis au 20 septembre. Et c'est sur cette base qu'ils disent, mais vous avez travaillé au Rwanda puisque vous avez représenté Paul Rusesabagina. Je n'ai jamais représenté Paul Rusesabagina. Et d'ailleurs, pour une raison bien simple, c'est que toutes les procédures se font en Kinyarwanda et que je ne connais pas le Kinyarwanda. Quand ils m'ont interrogé pendant ces 6 heures, le directeur général de l'immigration m'a dit de manière très fâchée, qu'est-ce qui me prouve que vous ne connaissez pas le Kinyarwanda? Je vous assure, faites-moi confiance. Si je le connaissais, je serais très heureux de le connaître, mais malheureusement, je ne le connais pas. Et pour en arrêter avec tous ces mensonges, je vous apporte ici un document qui me semble essentiel, qui est un document qui n'est pas signé par nous, qui est signé par les juges qui ont prononcé ce jugement et qui étaient à l'audience. Les 3 juges et le greffier qui signent ce document. Et quand vous avez un jugement, vous avez évidemment les personnes qui sont présentes au jugement et les personnes qui représentent les accusés. Eh bien, comme vous avez le procureur qui est nommé, Abarourema Jean-Pierre, et vous avez comme représentant et seul représentant de Paul Rusesabagina, Maître Gatera Gashabana. Donc, il est clair que je n'ai jamais représenté parce que je ne veux pas représenter, parce que je ne sais pas représenter, parce que qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un comme Paul Rusesabagina fasse d'un avocat qui peut travailler dans son dossier, mais au Rwanda, on ne peut plaider qu'en Kinyarwanda, ce que je ne fais pas. Et c'est pour ce motif-là, en disant, parce que vous êtes allé là pendant ces 3 minutes, que nous, on va vous expulser. Ceux qu'ils ont expulsés, c'est évidemment pas moi, s'ils ont expulsé mais de nouveau, le droit de la défense, je ne sais pas pourquoi ils ont pris le risque de le faire, mais ils ont dit, voilà, maintenant, c'est terminé. Et même l'avocat, on l'expulse, il ne peut pas venir au Rwanda. Et donc, on assiste à un blocage total de notre système judiciaire. Hier, j'ai été voir le procureur fédéral, notre procureur fédéral, pour dire que va-t-on faire quand on va renvoyer au niveau de la Chambre du Conseil. On ne peut pas en Belgique faire clôturer un dossier sans avoir ces 3 acteurs essentiels. Alors, nous avons une solution qui est la solution que l'on dit depuis 1 an, à savoir faisons un transfèrement. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent, en 2005, il y avait le père Tenis. Il y a eu le même problème que M. Rusesabagina. Eh bien, on l'a transféré en Belgique. On ne dit pas qu'il faut abandonner les poursuites. On dit que la justice doit se faire, mais avec des conditions qui soient des garanties par rapport à une justice qui ne démarre pas avec un enlèvement, avec des tortures et avec la violation du droit de la défense. Et de toute façon, si l'on n'accepte pas cette procédure de transfèrement, il faudra trouver quand même un système pour que je puisse voir mon client avant de pouvoir plaider, parce qu'on n'est pas accusé comme ça, on est accusé de quelque chose. Comment voulez-vous que je puisse répondre aux juges quand ils vont me demander est-ce qu'à telle date, qu'est-ce que vous faisiez? Je ne sais pas et mon client n'est pas là. Donc, on est dans un système de blocage, de contamination. Je m'interroge également sur le fait de savoir à quoi correspond ce qu'on appelle la coopération judiciaire entre la Belgique et le Rwanda à partir du moment où c'est une coopération à sens unique, parce que le procureur général, on le voit régulièrement à Bruxelles, et d'ailleurs à la dernière audition où j'ai assisté Paul Rusesabagina à Bruxelles, il y avait présent également, avec les enquêteurs belges, le procureur général adjoint du Rwanda et son substitut. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'était tout ça parce que le problème, c'est, vous imaginez la solitude, l'inquiétude bien sûr de la famille, mais elle va vous le dire, qu'il y a déplacé des montagnes. Vous savez aussi que plein de personnes, des parlements belges, le Parlement européen, le Congrès américain,
mais aussi des personnes de référence au niveau éthique, au niveau moral, s'indignent sur le fait de savoir pourquoi ne dit-on rien. Et la justice se tait. Et une justice tue, c'est une justice qui tue aussi la possibilité d'avoir ces droits essentiels de justice, mais aussi de liberté d'expression. Je vous ai dit tantôt qu'on avait fait une conférence de presse et Karine a reçu hier un petit mot, on ne vous dira pas d'où il vient, mais il dit ceci, qui vient du Rwanda, d'un journaliste qui était à la conférence de presse. Je crois que vous vous demandez pourquoi la vidéo de l'entretien avec Lurquin à Kigali n'a pas encore été publiée. Et il dit oui. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai encouru, dit le journaliste, des menaces pour que j'abandonne la publication de la vidéo et j'étais même demandé d'effacer toutes les images prises vendredi. Mais en âme et conscience, je me décide de publier cette vidéo très bientôt et je vais vous envoyer le lien. Mais donc, les menaces que nous, dont on fait l'objet, l'expulsion quand même assez rude, on a quand même été arrêté pendant 12 heures, on a été interrogé par 7 personnes pendant 6 heures, c'est pas uniquement notre liberté. La liberté de M. Rusesabagina, c'est aussi cette liberté d'expression qui est mise en cause et que parce que vous dites la vérité, parce qu'il ne fallait pas dire peut-être qu'il l'avait enlevé, mais c'est paru dans tous les journaux, alors on menace ces journalistes. Et donc c'est pour ça que je veux spécialement vous remercier d'être venu aujourd'hui et j'espère vraiment que on constatera qu'il y a une nouvelle fois, qu'on a une nouvelle fois dépassé la ligne rouge et qu'il y aura une réaction, une vraie réaction des autorités belges. Merci, Maître Lurquin. I will now invite Eva to translate and summarize your intervention in English for English-speaking audience. Thank you. I hope you can hear me well. So, Maître Lurquin is thanking everyone for being there, physically or on Zoom. This press conference is it's that freedom of speech can only allow us to find the truth in this case, and journalists like you are the main vector of freedom of speech, so it's really important that you're all there today. So Paul Rusesabagina is detained in Rwanda, and Maître Lurquin was recently arrested in Rwanda because he wanted to visit his client and he could not visit the client and had to leave without meeting him. And then he was arrested, interrogated, and expelled from Rwanda. So a brief reminder of the history with Paul Rusesabagina. So Maître Lurquin was in Rwanda in 1994 in August for a first human rights mission just a month after the genocide. And he heard about someone who saved a lot of lives. It happened that it was more than 1,000 lives. And the person who saved all these lives was Paul Rusesabagina. And now Paul Rusesabagina is in prison in Rwanda. So everything starts back in 1994. And Rusesabagina was recognized by the international community for his role of saving lives during the genocide. Then he found refuge in Belgium and obtained the Belgian citizenship. And last year, on the 28th of August 2020, Paul Rusesabagina has been kidnapped in Dubai with the complicity of the Rwandan authorities. The general prosecutor of Kigali gave the testimony of a pastor who was with Rusesabagina in the private jet that flew him from Dubai to Rwanda, while Rusesabagina was supposed to take the jet to Burundi. The pastor has been interrogated and explained how Rusesabagina has been kidnapped. And once Rusesabagina jet arrived in Rwanda, he has been arrested and since then is detained. No one spoke about the kidnapping issue at the justice level. The Rwandan authorities gave 3 different versions on the kidnapping. They first said that they arrested Rusesabagina with the help of the international community, but then they withdrew this statement. Then Paul Kagame said that there were no kidnapping and no illegal act has been committed. And the third version was like that Rusesabagina voluntarily took the flight, which happened to stop in Kigali, and that's how the Rwandan authorities were able to arrest him. The Minister of Justice of Rwanda said on Al Jazeera that it was the Rwandan government who paid for the private jet to fly Rusesabagina back to Rwanda. Once arrested, Rusesabagina was detained in very bad conditions. He was tortured, and the Rwandan and Belgian judicial system remained silent on this issue.
Now, Rusesabagina is not allowed to choose his council. So he said in a letter that he was appointing 2 councils, but this has not been respected. And it has been asked that Maître Lurquin could meet with Rusesabagina, but this has been refused in Rwanda. The essential issue is that before the kidnapping, there has been investigations against Rusesabagina for years in Belgium. In July 2019, an investigation was opened in Belgium upon the request of Rwandan authorities. And in this proceeding, everyone is related to Belgium, the prosecutor, the accused, the lawyer. And so the investigation is now going to move further soon. And that's why Maître Lurquin wanted to meet Rusesabagina to prepare his defense for the Belgian proceedings. And the fact that Rusesabagina cannot meet his lawyer is going to block the proceedings and the fair trial in Belgium as well. So that's the reason why Maître Lurquin went to Rwanda to meet Rusesabagina to talk about these proceedings in Belgium. Why Maître Lurquin was arrested is because he entered Rwanda without a work permit. This is the allegation of Rwandan authorities, but no one told him about this necessity of having a work permit. The Rwandan authorities said that Maître Lurquin attended the judgment of Rusesabagina, but Maître Lurquin was present during the delivery of the judgment, who is postponed to September in the end. But he was present with Maître Gatera, who is the Rusesabagina lawyer in Rwanda. He is also the president of the Ethics Council for Rwandan Lawyers, so he knows a lot about ethics, and he was representing Rusesabagina during this hearing and not Maître Lurquin. Yes, Maître Lurquin had his gown during the hearing, but this was only for ethical reasons, because he was in the courtroom and not because he was representing Maître Rusesabagina. And also, Maître Lurquin doesn't speak Kinyarwanda, and all the proceedings in Rwandan courts are in Kinyarwanda, so it was not possible for him to represent and act on behalf of Paul Rusesabagina during these hearings. But on this basis, the Rwandan authorities said that Maître Lurquin worked in Rwanda because he represented Paul Rusesabagina, and that's why they arrested and expelled him. On the judgment, also, it's mentioned who was there and who was working in this case, and it's not mentioned that Maître Lurquin was there, so it's an additional evidence that Maître Lurquin was not representing Paul Rusesabagina. The only representative of Paul Rusesabagina mentioned on the judgment is Maître Gatera. So what matters here is that the Rwandan authorities not only expelled Maître Lurquin, but also expelled the right to have a defense. And it's also a blockade of the Belgian justice system as well, because there is no possibility to ensure the right of a fair trial of Rusesabagina in Belgium if Maître Lurquin cannot meet his client. The solution could be the transfer to Belgium of Rusesabagina to pursue justice and continue the proceedings. But if the transfer is not accepted, it will be needed to find a way to see Rusesabagina and for Maître Lurquin to have meetings with his client before pleading before the Belgian courts. The question here is to what corresponds also the judicial cooperation between Rwanda and Belgium, if it's only in one way and if it doesn't go back to Belgium. Now justice is silent, and when the justice is silent, it negates the possibility to see its fundamental rights promoted and protected, and in particular the right to a fair trial, but also the right to free speech. And as an example of that, Maître Lurquin explained that Karine received a message yesterday from a journalist in Rwanda who was explaining why the interview with Maître Lurquin did in Rwanda was not published yet. And apparently, the journalist was threatened to not publish the video, but he decided to still publish it to promote freedom of speech. And so it's important to note that Rusesabagina freedom is also the freedom of speech that is violated. It's not only his own freedom. And so in the end, Maître Lurquin would like to thank you everyone for being here, because this issue is very important, and he hopes that we will notice that the red line has been crossed and that Belgium needs to take action now. Thank you. Thank you, Eva. Je vais maintenant inviter Roger Rusesabagina, le fils de Paul Rusesabagina,
à dire un mot au nom de la famille. Merci Norma. Je vais être très bref. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier Maître Lurquin pour avoir eu le courage d'aller au Rwanda. Ce n'est pas une décision facile. Il connaît le terrain un peu plus que nous. Il connaissait le risque, donc il a quand même pris le risque. Et ça, on le remercie de la part de toute la famille. C'était très courageux de sa part. C'est triste de voir que le Rwanda a peur d'un avocat, alors qu'ils prétendent avoir comment dire, caisse. Ils sont prétendent avoir un dossier solide, avoir un dossier comme Maître Lurquin a dit, il y avait un procès en cours ici en Belgique qu'il faut clôturer. Et, d'après ce qu'il a dit, je crois que c'est tout à fait compréhensible. On ne peut pas juste passer un coup de fil et dire on avait porté plainte, mais enfin, on arrête. Il y a des manières de clôturer les dossiers. Donc, Maître Lurquin a été là-bas pour voir notre père pour juste entretenir avec lui et clore le dossier comme il faut. Malheureusement, les Rwandais ont fait comme ils ont toujours fait. Ils savent qui est Maître Lurquin. Maître Lurquin, ce n'est pas un inconnu au Rwanda. Donc, ils savaient bien pourquoi il était venu. Il n'était pas venu pour le tourisme. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Ces petits jeux-là, on commence à en avoir l'habitude, malheureusement. Mais on va voir avec la Belgique. On espère que la Belgique va faire un peu plus. Parce que c'est quand même triste, comme Maître Lurquin a dit, il y a une coopération en sens unique où le Rwanda obtient tout ce qu'il veut de la Belgique, mais la Belgique n'a pas l'air de vouloir ou pousser assez fort pour avoir des réponses de la part des Rwandais. Donc, ça, on espère que ça va s'améliorer. Enfin, aussi, on était très déçus par la décision du juge ou du gouvernement rwandais de reporter la date du verdict. Même si on sait qu'on ne s'attend pas à des miracles. Je crois que le verdict a été décidé depuis très longtemps, mais c'est quand même décevant qu'ils ont décidé de prendre un mois supplémentaire pour annoncer le verdict. Mais encore, on était déçus, mais pas surpris. Mais c'est bien toujours de savoir où on en est, comme ça on prend d'autres stratégies. Mais malheureusement, on a encore un mois qui peut encore changer, la date peut encore changer et on ne sera pas surpris, malheureusement. Et sinon, j'aimerais bien remercier de la part de la famille tous les parlementaires belges, tous les Belges qui nous soutiennent, qui nous ont beaucoup aidés. Et on espère avoir un peu plus de soutien parce qu'on en a besoin. Et je crois que la Belgique peut faire beaucoup mieux. Je vais dire la même chose en anglais. So I'm going to say the same thing in English. Just wanted to thank Maître Lurquin on behalf of the family for being courageous enough to go to Rwanda knowing the risk. It was not his first trip in Rwanda. He knows Rwandans, he knows the terrain. He knew the risk, but he did, and we're very grateful for that. And we were very disappointed the way he was treated, being arrested, detained, and deported just for being a lawyer. He didn't do his job. He wanted to do his job, but he followed the proper procedures to be able to do his job. He wanted to meet with the Attorney General or the Bâtonnier, and unfortunately, he wasn't able to meet him. And he wanted to meet with the Justice Minister. Unfortunately, he wasn't able to meet him. But to say that because he went to court to a public hearing, that was a crime. That's embarrassing and disappointing. But we thank him for his courage, and and we hope that will be resolved. Also wanted to thank the Belgian government and all the government officials who are helping us. We hope the Belgian government can do more, especially seeing how they easily can turn that information to Rwanda or answer the Rwandan questions, but it looks like the Rwandans have been ignoring Belgium, and we think Belgium can just need to stand up for itself and do a lot more. You can't let Rwanda intimidate Belgium. It's just embarrassing. And also, we were very disappointed by Rwandan government or the court for changing the date of the verdict, which was supposed to be last Friday, and now it has been pushed to a month later. We were not surprised,
but we were very disappointed. And we know that may change again, especially a day or 2 days before, as it did for the original date. We would like to know where we stand so we can adapt our strategy, but we don't have that much of a choice. We hope we'll get that verdict or that decision on the date, the new date that was proposed, which is September 20th, I believe. And then we can take it from there, but we hope that Belgium will do more to ask questions. As Minister Lequin said, if Rwanda, we have an open investigation going on here. So if they want to have my father come and defend himself here, and then we can close that that investigation, and then they can start, if they have any new charges they want to bring up, we can also defend ourselves, but we need to be on a neutral terrain, because in Rwanda, as everyone knows, the government and the prosecutor and the judge is like the same person making decisions, and we're not getting a fair shot. I think that's what I had to say. Thank you. Merci Roger. Nous allons maintenant prendre un moment pour les questions aux panélistes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Maître Lurquin, à Roger Lusesabagina, mais également à Anaïs et Karine Kalimba. For those who are following us on social media and on Zoom, you can ask your question on in the Q&A section on Zoom. Nous allons peut-être commencer par une question d'un journaliste en présentiel. Je vous en prie. Bonjour, Mathieu Demessé, journaliste à l'agence France Presse. J'ai une question plutôt pour la famille, peut-être pour Roger, qui s'est exprimé quand vous dites que le gouvernement belge peut faire plus. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement de la Belgique, du gouvernement belge? Je crois que la ministre des Affaires étrangères et tous les gens dans les affaires étrangères, ils ne se sont jamais vraiment exprimés, parce que les faits sont clairs. On sait que mon père est belge, on sait qu'il a été enlevé. Je crois qu'ils ont parlé de fair trial, du procès équitable dès le début. Je crois qu'avec toutes les preuves qu'on a jusqu'à maintenant, inclus l'expulsion de l'avocat qui n'a été au Rwanda que pour poser des questions, ça montre qu'il n'y a pas de procès équitable. Donc, il devrait prendre une décision et dire, voilà, on a les faits. Il faut dire, on veut notre ressortissant, parce que mon père est un ressortissant belge. On veut qu'il vienne se défendre ici. Et sinon, il faut prendre des mesures nécessaires pour le Rwanda. Parce que ce que je trouve, je ne suis pas politicien, mais ce que je trouve très embêtant, c'est que les politiciens ont toujours autour de la question. C'est soit, parce que les faits sont clairs, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit on croit que le procès a été équitable, ce qui serait embarrassant. Je crois qu'il ne faut pas être un génie pour voir que ça n'a pas été équitable. Ou alors, si on croit que ça n'a pas été équitable, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut faire une décision et il faut la faire rapidement. J'aimerais bien. Est-ce qu'on peut dire, Maître Lurquin a parlé de la solution de transfèrement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous demandez officiellement qu'au moins Paul Rusesabagina soit transféré pour être détenu en Belgique et que les procédures judiciaires puissent se poursuivre ici de manière équitable? Ce serait le minimum. On aimerait bien qu'il soit libéré, parce que comme on a enfreint toutes les lois possibles et imaginables, il devrait être libéré s'il était dans un pays de droit. Mais au moins, le minimum, ce serait le transfèrement. Ça, c'est mon avis. Oui, et sur le transfèrement, donc, on a eu en 2005 exactement le même problème. Donc, le père Teny, c'était quelqu'un qui avait écrit dans la revue Le Dialogue, qui est une revue, je crois que c'était le Mouvement Ouvrier Chrétien, enfin, qui était à l'origine de cela. Et ça avait énervé effectivement le gouvernement rwandais. Et donc, quand il est arrivé vers Bujumbura, on l'a fait atterrir à Kigali. Il est arrêté, il a publié un livre, 75 jours en prison à Kigali. C'était un prêtre. Et directement, la Belgique a réalisé ce qu'on appelle un transfèrement, c'est-à-dire le fait que, avant même le procès, on puisse considérer que ce soit la Belgique qui continue l'investigation. Et ici, ça serait d'autant plus normal que c'est les autorités rwandaises qui ont demandé à la Belgique au départ de faire une instruction. C'était le juge Leroux, c'est maintenant le juge Panou qui continue cette instruction. Et puis on décide à un moment d'arrêter, parce que je comprends, ils avaient à la fois le dossier et la personne, mais cette instruction-là devrait pouvoir, me semble-t-il, se continuer avec la même solution qui a été utilisée
en 2005. Et quand il va arriver ici, ben, ça sera au pouvoir judiciaire de décider si oui ou non il doit être mis en prison. Vous savez, c'est un dossier qui a quand même été traité pendant 1 an. Il a été auditionné, il y a eu des perquisitions, mais il n'a jamais été effectivement arrêté. Mais je crois qu'on ne demande pas qu'on le lave de tout soupçon comme ça, mais on dit que ce même système qui avait été pris par le père Tenis, par le fait qu'il avait également été forcé de s'arrêter, donc le départ de l'instruction, vous savez, quand le départ d'une instruction n'est pas bon, ça contamine toute l'instruction. Donc on pourrait continuer, d'autant plus que c'est les autorités rwandaises qui avaient demandé. Donc c'est une solution qui est tout à fait envisageable. Si le père Tenis, il y avait un problème qui était le fait qu'il n'y avait pas d'instruction en cours, ici on a même une instruction en cours. Donc on pourrait, s'il y avait une volonté politique de le faire, on pourrait le faire. Mais la volonté politique pose un peu problème parce que c'est vrai que, par exemple, Mme Wilmès, notre ministre des Affaires étrangères, à 3 reprises a envoyé des notes verbales. Donc, ce sont des actes de procédure au niveau diplomatique pour me dire qu'il fallait que M. Turquin puisse voir son client en prison. On ne lui a jamais répondu. Vous imaginez un État, un autre État, et on ne dit rien. Or, on sait bien que c'est quelque chose, bon, maintenant on lui répond, mais une réponse qui est tout à fait farfelue. Donc, il faut reprendre un peu le sens du judiciaire, et ça serait une proposition qu'on propose depuis 1 an. Et pour bien comprendre l'instruction en Excuse me, Belgique, Norman, excuse Yes. me. Can you please have them translate the first question and answer and the second question and answer in English, please? Yes, I'll do this briefly and then we'll let him finish his question. Thank you, So please. the first question he asked is like, what does the family would like to say in regards to the Belgians? What would you want as a response to the Belgians? My brother, what we've been asking since the beginning, we want Belgian support to help our father get back home. We've seen that all his rights have been violated. They've asked for a fair and a fair trial. We have seen it cannot be a fair trial. And therefore, it's up to the Belgian authorities, specifically the political side of the Belgian authorities, to help. And because this is a political battle, really. It's not, and so we need the political to support the justice system because the justice has been violated. And so we as a family, feel that the Belgian authorities, as a Belgian citizen, my father as a Belgian citizen should get the support of the Belgian authorities. And in light of what happened this last weekend when Maître Lurquin was expulsed from the country in such a horrible way. The second question, it was a little bit of details on the current dossier happening here in Belgium, where there is possibility, it has been done with this man, Priest Guy Tenis, in the past, where he was illegally arrested and the Belgian authorities helped him get back to Belgium, and he finished his dossier and they finished his case there. So what we're asking here, we're not asking to stop the instruction that had started here in Belgium at the request of the Rwandan authorities. We're asking the Belgian authorities to bring our father back home in Brussels and then finish this instruction that was started. And we have an example, there's a blueprint from this priest Guy Tenis, and we would like the political branch of the Belgian authorities to do it because this is a political battle and no longer just a justice battle. And we'll let the conversation continue. And I will for future, I will translate the questions once the full conversation and back and forth is finished. Thank you very much. Excusez-moi, c'est juste une dernière question. Je vais essayer de ne pas monopoliser la parole, mais je voudrais juste bien comprendre, est-ce que cette instruction en Belgique, elle est solide, elle repose sur des choses solides, est-ce qu'il y a des charges? Les autorités rwandaises ont déposé plainte, ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire en Belgique, c'est ce que je comprends. Ils ont déposé plainte pourquoi? Et on ne peut pas imaginer que ce soit un dossier qui se termine avec un classement sans suite. C'est quoi exactement la plainte des autorités rwandaises? La plainte des autorités rwandaises est identique au centre du dossier pour lequel il est jugé maintenant au Rwanda. Terrorisme. Mais pour financement d'activités terroristes. Mais j'ai le dossier. J'ai demandé, vous savez qu'il y a une possibilité, même pendant l'instruction, d'avoir copie du dossier dans l'état où il est à l'époque. Tout ce que je constate en tout cas, c'est qu'il n'y a eu ni arrestation, ni inculpation, et que donc, effectivement, les faits sont les mêmes, mais l'interprétation
Mais je ne vais pas avancer sur l'interprétation du juge, puisque ça sera justement le débat au niveau de la Chambre du Conseil, de la Chambre des mises en accusation. Mais vous imaginez que l'on pourrait avoir effectivement une sanction à Kigali qui serait la perpétuité, ce qui est demandé, et une sanction en Belgique qui serait un non-lieu parce qu'il n'y a pas de charge suffisante. Donc, en ce qui nous concerne, en ayant lu le dossier, je ne crois pas qu'il y a des charges suffisantes par rapport aux qualifications qui sont reprises. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on demande au moins qu'il y ait un débat judiciaire. Parce que si vous ne nous permettez pas de voir M. Roussissa-Baguina et que l'on puisse se défendre, on risque d'avoir effectivement deux décisions qui sont totalement opposées. Et ça va poser vraiment de réels problèmes. Donc c'est ça qu'on demande, un vrai débat judiciaire. Ici en Belgique, c'est possible. Ça a déjà eu lieu. La personne qui a géré ça au parquet fédéral est la même personne qui gère ce dossier-ci à 15 ans d'intervalle. Donc c'est possible. So the last question is, what is the real, what is this case on in Belgium? What is it about? And as Maître Lurquin just explained, the core of this case in Belgium is on the issue of funding terrorism, just like the one in Rwanda. And to specify, the Rwandan case is based off this Belgian case that the Rwandan authorities had asked to open here. Where are we in this case is that we have not seen an arrest and there's no follow-up from the Belgian authorities, hinting that there may be not enough evidence, enough charges to be able to continue this file, which is the reason why Maître Lurquin had to go to Rwanda to be able to speak with his client, my father, and get to the bottom of all these questions that the Belgian authorities have. Today, we cannot have this judicial debate that require my father and his lawyer to speak with the same judge that can kind of get to the bottom and close this case file. And so this is what we want. We just want a judicial debate, and this cannot happen unless my father is here in Belgium and that the Rwandan authorities are stopping his client privilege, attorney privilege. And this is why the Belgian authorities have to intervene to allow this. And it has happened in the past, as we've seen with the priest Guy Tenis, and the same judge in charge of this case today was the same one 15 years ago. So there is a blueprint. We just need the encouragement and the effort of the Belgian authorities to do it. Yes. Same prosecutor. Thank you very much. We have a question on Zoom. Maybe Karine, you will be able to answer it. Have you been in contact with European Union on this question? The European Union has spent large sums on the justice system. When making the 25th anniversary of the genocide, former European Union Commission President Jean-Claude Juncker said that European Union would work tirelessly with Rwanda for rules, values, and solidarity. Would you like to hear more from an European Union level? Yes. Thank you, Norman. So in terms of, we have been in contact with the European members of the European Union from the moment our father was kidnapped. We have been emailing all the members, all the leaders of the EU, and that led to a resolution being passed in February, on February 11th, 2020. In the resolution, the members of the European Union voted asking for an investigation into the legality of our father's arrest. Within a week after that resolution was passed, the Rwandan Minister of Justice, Johnson Musinye, went on national television on an Al Jazeera interview and admitted to having paid for the flight that kidnapped our father. So essentially that investigation that was asked by the European members of the European Union was essentially the answer was revealed at the Minister of Justice admitted to it within a week after the resolution passed. The other part of the resolution asked for my father's rights to a fair trial to be respected. That as well has not happened. As you saw, Maître Lurquin went to Rwanda. He wasn't even allowed to meet his client. Our international legal team based in Geneva, in Canada, in the US have been unable to access our father. And our father still cannot
did not have an opportunity to check his case file. He didn't participate in the court in the case because of all his rights that were violated. The European Union signed almost unanimously on a decision supporting our rights, our father's rights, human rights to be respected. This has not been the case. On the contrary, they have been violated even more. And that includes to the point that he was held in solitary confinement for 260 days. The psychological impact this has on an individual is huge. And my father needs help. He needs saving. And the European Union took a stand by making this resolution. And yet the circus has continued. The Rwandan government has continued to violate our father's rights to the point that they even expelled a European lawyer who was there to represent our father, a European citizen in Rwanda. So my question now would be, what would come next from the leaders of the Europe? What stance will they take as it relates to Rwanda? And as you mentioned in the question, the cooperation between the EU and Rwanda as it comes to judicial cooperation that has gone on. Clearly, the Rwandan government doesn't respect this cooperation, doesn't respect the values for which they have agreed to work together with the members of the EU government. And so in that regard, we ask the EU to take a stand and demand either our father's immediate release or at least for our father to have access to his lawyer or to be transferred back to Belgium. Je vais aussi traduire en français. La question était est-ce qu'on a été, la famille a été en contact avec les membres de l'Union européenne, les leaders de l'Union européenne, et dans la question, le journaliste a précisé que pendant l'anniversaire des 25 ans du génocide, l'Union européenne a dit qu'ils allaient continuer à travailler très prochement avec les autorités rwandaises pour que les valeurs de la justice soient avancées. Et donc, ça, ce n'est, même si donc effectivement, nous avons été en contact avec les membres de l'Union européenne depuis que notre père a été kidnappé. On a envoyé énormément d'emails, on a fait beaucoup d'échanges via Zoom, via téléphone avec des membres du Parlement européen et des membres du Parlement belge. Et ça a mené le 11 février 2020, l'Union européenne, le Parlement européen a voté en faveur d'une résolution qui demande le respect des droits humains de notre père et qui demande au Rwanda de respecter les droits humains globalement. Mais dans cette résolution, ils ont aussi demandé à ce qu'il y ait une enquête dans la légalité de l'arrestation de notre père. Une semaine après cette résolution, le ministre de la Justice, Johnston Busingye, a avoué devant la télé que le gouvernement rwandais avait payé pour le vol qui a emmené notre père au Rwanda, qui a kidnappé notre père. Donc, ils ont admis avoir kidnappé. Donc, la légalité de cette arrestation, c'est prouvé que cette arrestation n'était pas légale. Et donc, dans cette résolution, ils ont aussi demandé à ce que le Rwanda respecte les droits d'un procès équitable pour notre père. Clairement, ça se montre, on a vu à travers ces 5-6 derniers mois que notre père n'a pas eu de procès équitable. On continue à refuser qu'il ait accès à ses avocats. Notre avocat, Maître Lurquin, s'est rendu au Rwanda et il n'a pas pu rencontrer son client. On a des avocats à Genève, au Canada, aux États-Unis qui se voient toujours refuser l'accès à leurs clients. Et d'autant plus, donc, du coup, ces droits à un procès équitable ne sont pas respectés. Notre père n'a pas participé dans le procès parce que non seulement il n'a pas ses avocats, il n'a pas accès au dossier qu'ils ont contre lui et il n'a pas l'opportunité de se voir en confidence avec ses avocats non plus. Il a été détenu pour 260 jours en confinement solitaire et ça a un effet psychologique énorme sur quelqu'un dans une salle, enfermé tout seul tout ce temps. Et donc, on sait que d'ailleurs, c'est une violation de la règle des Nations Unies qui s'appelle la règle Nelson Mandela. Et on demande à l'Union européenne, du coup, on demande aux parlementaires de l'Union européenne, on demande aux leaders belges et aux leaders de l'Union européenne et du monde entier de se mettre debout, de confirmer encore une fois et de mettre plus de force derrière la résolution qu'ils ont passée en février et de demander à ce que notre père soit ou relâché immédiatement ou ramené en Belgique pour qu'il puisse continuer la procédure ici. Pour conclure vite fait, on sait très bien que l'Union européenne peut le faire parce qu'on l'a vu avec la Russie et la Biélorussie dans ces 6 derniers mois. On sait que quand l'Europe se fâche, elle se fâche
Donc, nous demandons que l'Europe se fâche pour nous, pour leurs citoyens belges, parce que ces autres pays ne sont même pas des citoyens belges, des Européens. Donc, on sait que c'est possible. One last thing, we know the European Union can do it. They have done it in the past. They have done it for what happened in Russia with Navalny and just recently in Belarus. And so we need the European Union to also get angry and on behalf of their own citizen, a Belgian citizen. Une autre question? Oui. J'avais juste une précision, pardon. Vous parlez d'une résolution du Parlement européen de février 2020, c'est pas plutôt février 2021? Ouais. Oui, merci, de février 2021. C'est plus logique avec les dates par rapport à l'arrestation et à l'aveu du gouvernement rwandais sur l'enlèvement. Oui, pardon, 2021, oui. D'autres questions? Oui. Merci, Ernest Salvador, je suis membre du presse, presse club et membre du board. Maître, juste de précision, je suis rwandais, donc je suis de temps en temps sorti. Est-il bien, votre visite à Kigali la semaine passée, il s'agissait bien d'une visite de travail ou d'une visite normale? Parce que j'ai pu comprendre de la BBC que vous disiez que vous étiez là juste en visite, donc que vous n'avez pas affaire que du Rwanda. Et une autre précision, c'est vrai que madame vient de dire que votre client s'est retiré du procès. Et ça dit que les charges contre lui, vous les contestez jusqu'à présent ou pas? Et alors, finalement, vous avez parlé de la procédure qui a été suivie dans le cas de Père Guy. Je pense, me souvenir qu'il avait été condamné par le tribunal de Tchatcha et qu'il est rentré ici pour purger sa peine, si je peux m'exprimer. Est-ce que vous seriez en faveur qu'une fois, si jamais il est condamné, il puisse venir purger sa peine ici? Merci. Voilà, mais donc, trois questions. La première, c'est sur la légalité et ce que j'allais faire, mais ce que je vais faire n'était pas du tout secret. Quand je suis arrivé à l'aéroport, vous connaissez, on arrive à l'aéroport, on doit donner nom, prénom, sa profession, avocat. La fois passée, j'avais dit avocat de Roussé-Sabagina, ce que j'ai redit. On m'a dit, mais il faut attendre un peu. Donc, j'avais attendu 2 heures et puis on m'avait fait entrer. Cette fois-ci, j'ai redit la même chose. Est-ce que vous venez faire, venir le voir en prison? Je n'ai jamais changé d'avis. J'ai prévenu le bâtonnier, Kavaruganda, le bâtonnier du Rwanda, avant de partir, en lui demandant de me recevoir. Je l'ai dit quand je suis entré. Et je n'ai jamais caché qu'en octobre, j'ai fait la même chose. J'étais à mon ambassade. Donc, sur le problème de la légalité, vous verrez d'ailleurs que dans la décision qui est prise, mais à la fin, ils n'ont pas voulu me la communiquer. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer ça par la poste, ce qui n'est quand même pas tout à fait juste. Je n'ai pas eu d'avocat, je n'ai pas pu téléphoner. Et je vais avoir par la poste la décision qui a été prise par l'immigration. Je n'ai jamais caché ce que je faisais. Alors, si vous considérez effectivement, c'est comme les journalistes qui étaient présents, qui font un permis de travail ou un visa de travail, moi, ça fait peut-être la 30e fois que je vais au Rwanda, on ne m'a jamais demandé ça. Et c'est vrai que j'ai travaillé, le fait d'avoir été voir mon client, essayer de le voir, mais voilà, mais on ne m'a jamais dit qu'il fallait, on ne m'a jamais demandé effectivement quelques visas que ce soit. Donc, la légalité n'est pas mise en cause dans la décision d'expulsion. Alors, la deuxième chose, est-ce qu'on conteste les charges? Évidemment qu'on conteste les charges. On conteste les charges, mais... Ah, pardon. Question. There are 3 questions, so we just will break them down in 3. The first question is in relation to the visit. So he asked, was this a work visit? Was this a regular visit? I would say maybe tourist visit. Maître Lurquin responded that he told the Rwandan authorities, the bâtonnier, who's the head of the bar in Rwanda, and the immigration officer, what he was going to do. And he was going to see his client, try to see his client, my father in Kigali. That's always has been the same story. That was the same story as well in October. He never hid the purpose of his trip. In fact, he's been actually working and going to Rwanda for the last 30 years or so, and never has he ever have to do a work visa or a special visa to entry. And this is with the corporation and the Belgian authorities. So on this end, it's a matter of, they also said that they were gonna give him the immigration, where he spent 12 hours without a lawyer, without any representation, said they were gonna send via the post office a decision on his immigration status in Rwanda, which is another call to question the justice and how he's able to get representation. But really, in the end, when you speak about this visa and entry, he's always said the same stories. The Rwandan authorities have always been aware of what he was doing. And so this is
not really the problem. And I think the issue is that it's an issue that they're trying to bring in, which was never there. Alors, sur le problème des charges, évidemment, on conteste les charges. Mais imaginez-vous, dans un prétoire rwandais, on lui a d'abord désigné des avocats qu'il n'avait pas choisis. On sait maintenant que ce que l'on disait à l'époque, mais on n'était pas sûr que ce qu'on disait était vrai. Mais maintenant, on sait que c'est vrai, c'est qu'il a été enlevé avec la complicité des autorités rwandaises. On sait qu'il a été torturé. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut avoir confiance dans des juges qui ne disent rien par rapport à ça? Il y a des requêtes qui ont été introduites en disant, mais voilà, qu'est-ce que les juges pensent par rapport à ça? On n'a rien dit. Donc, c'est un procès qu'on appelle un procès de rupture, mais je vous assure qu'on aurait bien voulu débattre au niveau judiciaire, là-bas au Rwanda, de ce qui était reproché à M. Rusesabagina. C'est là qu'il voulait le faire, mais qu'on nous donne au moins des garanties minimum des droits de la défense. So in relation to the second question, he mentioned that my father stopped participating in the trial. Does this mean that, what do we say about the charges? Are we contesting the charges? And Maître Lurquin responded, yes, we are contesting the charges. However, remember that in Rwanda, yes, we are contesting the charges. However, remember that in Rwanda, when he arrived there, he was kidnapped, he was tortured, and then he was given lawyers that he did not choose. And until now, the judges in the case have said nothing in regard to the beginning of the trial there. And so how can one have faith in a judge who says nothing about a kidnapping, about torturing, and about even representation? And so there was never, he wanted to debate and to defend himself in Rwanda, but the Rwandan authorities never gave him that opportunity to do so. And so, yes, we still contest the charges, but we need to contest them in a place that is fair, and that's not going to be in the Rwandan courts. Alors, sur la troisième question sur le père Tunis, on est en contact avec le père Tunis et j'ai pu avoir la copie de l'acte de transfèrement qui a été signé par le Rwanda et la Belgique. Le seul problème de négociation qu'il y avait à ce moment-là, c'était l'ouverture d'une instruction en Belgique, ce qui n'était pas fait. Et on a ouvert une instruction en Belgique. Pour M. Rusesabagina, elle est déjà ouverte. Mais il n'y a pas eu de condamnation par la Belgique. Il a été acquitté. Il n'est pas allé en prison, mais il est allé en prison 75 jours à Kigali. Mais le sort de cette instruction a été un acquittement. For Father Tunis, we are in contact with him. Just for his question, to ask, is this the same case? Because Father Tunis had spent some time in prison, and then when he came to Belgium, that's when his case was dropped. And so, are we asking for the same thing? And, we are in contact with Father Tunis, and we have seen kind of how his process of leaving Rwanda to Belgium. But what is clear, is that there was a period where in Rwanda he spent 75 days in prison. But after that, there was an issue that there was never a Belgian instruction to begin with. And so one of the key things is that the Belgian authorities had to open an instruction here in the Belgian, in the government here in Belgium, for this transfer to happen. The instruction already exists in Belgium for my father. And so it's a matter of working for these instructions so he can come and do the same thing as Tunis did. Come and then on an instruction, open here, explain himself, defend himself, and then the Belgian court are going to decide. And that's what happened to him. In Belgium and Rwanda, he was in prison for 75 days. He came here, he defended himself in a fair court, and then he was acquitted. So he was never in prison, he never spent time in prison here in Belgium. Une autre question de Zoom. Can the panel explain why they think the Belgian authorities have been remarkably slow to provide support to Paul Rusesabagina, a Belgian citizen? Why have they not expressed outrage and sought international support for the release of Paul Rusesabagina, given the appalling illegality and nature of his abduction and incarceration? Mais oui,
vérifier pour voir si j'avais bien compris. Moi, je peux difficilement vous le dire, mais je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont étonnantes, hein, parce que la famille a fait vraiment, ça il faut quand même le dire, été extraordinaire dans toutes les personnes qui sont intervenues, les parlements, on a parlé du Parlement européen, mais le Parlement belge, le Congrès américain, beaucoup de gens sont venus. Et effectivement, du Parlement, ça ne monte pas au niveau du gouvernement. Il y a une résolution qui a été faite en Belgique, qui est une résolution extrêmement dure par rapport à cela, et qui demande effectivement la légalité et des informations par rapport à ce qui s'est passé, notamment sous l'enlèvement. Mais nous avons été chez Madame Wilmès, et quand on est allé, parce que vous savez, pour voir un ministre, il faut monter d'abord par l'ensemble de l'administration, on l'a rencontré pendant 2 heures. Le seul résultat que ça a donné, c'est qu'on s'est rendu compte que Karine avait son numéro, avait son téléphone qui était suivi par Pegasus. Grâce à cet entretien qu'on a eu avec Mme Wilmès, qui nous dit de manière très claire, je suis intervenu chez Boutera, je vais, donc le ministre des Affaires étrangères, Boutera, je vais redemander que vous puissiez le voir, mais les autres ministres disent, ça c'est pas notre problème, c'est les affaires étrangères. Et donc les autres ne sont pas intervenus, les affaires étrangères ont dit ça. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends assez mal, parce qu'au niveau judiciaire, il y a quand même des interrogations. Nous, directement, quand il y a eu cet enlèvement, on a porté plainte. Hein, donc on a porté plainte, on s'est constitué partie civile, et à côté de l'instruction que vous avez par rapport au mandat, il y a une nouvelle instruction qui a été ouverte avec le juge de Vichères, où il a posé toute une série de questions concernant le problème de l'enlèvement. Et j'ai également demandé d'avoir accès à cette instruction. J'ai eu accès à l'instruction. Je connais les questions qui ont été posées à De Vichères. Et de nouveau, il n'y a aucune réponse. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'entre-temps, vous avez toutes les lois de compétences universelles qu'on continue à avancer avec une coopération où le parquet de Kigali vient régulièrement, les enquêteurs viennent ici. Et d'un autre côté, il n'y a pas de réponse. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un manque de volonté politique et un manque d'écoute aussi du Parlement, parce que les parlementaires, on les a vus et la famille les a vus, sont extrêmement étonnés également qu'on ne réponde pas. Ils répètent, et puis finalement, j'espère que cette fois-ci, j'ai entendu qu'il y avait des commissions parlementaires qui allaient se réunir, qu'il y aura non seulement une réponse, mais des actes concrets qui pourront se faire pour qu'au moins on puisse avoir ce débat judiciaire ici en Belgique. The question, yes, you heard the question in English. And so, Maître Lurquin, it's very difficult for me to say, why they haven't responded and have a bigger response. To us, it's very surprising. To begin, it's very surprising because the family has done a lot of work with the parliament in Belgium, in the EU, even in the United States, in getting support. But what is clear is that until now, there is no government support of the Belgium, even the Belgians, even though there is parliamentary support. We were able to visit and have a meeting with Minister Sophie Wilmès, who was the Minister of Foreign Affairs here in Belgium, but nothing came out of that meeting. The only thing that came out of that meeting is realization that we are being followed through Pegasus, where the Pegasus software malware installed on my sister's phone, which we believe was installed by the Rwandan government, listened to the 1-hour conversation with the minister. And until this day, the minister has said nothing about this. The minister has asked the Rwandan authorities to allow Maître Lurquin to see my father in the several notes verbales, 3 notes verbales were sent, but just recently a response came out, which said no. No other part of the Belgian government, from the justice and others, has said anything. And even the part in the justice, in the judicial part of the Belgian authorities, when they have made a request, no response have come from the Rwandan authorities. And so for this, we need political will, and there hasn't been no political will to really move forward our efforts. And but we are hopeful that the upcoming Parliament Commission discussion on this issue can encourage the government, Sophie Wilmès and other people in the Belgian government, to take a stronger stand on what's happening today. But it's definitely difficult for us to say, and that's why we are here having this press conference to encourage the Belgian government to step up in this issue. Une autre question pour Maître Lurquin. Quels canaux et quels moyens la Belgique peut-elle utiliser pour convaincre le gouvernement rwandais de rapatrier
Paul Rusesabagina en Belgique? Je crois que les canaux existent, à savoir qu'au niveau de la justice, il y a cette fameuse coopération judiciaire. Donc, il suffirait que le procureur fédéral que j'ai rencontré hier demande à son homologue, est-ce que, donc nous demandons que Maître Lurquin puisse rencontrer Paul Rusesabagina à la prison pour que je suppose cela puisse se faire. Ça se fait dans l'autre sens. Donc, je crois que les canaux existent. Je crois qu'il y a une coopération aussi politique entre le Rwanda que vous connaissez et la Belgique. Et là aussi, l'étonnement, c'est que on demande des choses, mais il y a quand même une arrogance assez grande et qui est subie par la Belgique, mais visiblement en victime consentante, où on pose des questions, mais jamais on n'a de réponse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, je ne sais pas si dans d'autres pays, on dirait, voilà, est-ce qu'un avocat, eux viennent, le procureur, les enquêteurs, tout le monde vient enquêter ici. Moi, je ne peux même pas aller voir dans un dossier belge. Dans un dossier belge, je ne peux même pas aller voir mon client en prison. Le ministre lui-même dit, ça ne va pas, vous devez changer. Et depuis 1 an, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est ça qui me semble particulièrement étonnant. Quand on dit une volonté politique, c'est principalement une volonté de réponse. Et au niveau judiciaire, il y a des canaux. Mais les canaux sont obstrués visiblement parce que là aussi, il y a toute une série de questions et on ne répond pas. Vous imaginez, dans une procédure judiciaire, un juge d'instruction vous demande de répondre et vous ne répondez pas et rien ne se passe. C'est ça qui est dangereux parce que maintenant, au début, on se demandait si on avait raison. On sait qu'il y a eu un enlèvement, on sait qu'il y a eu torture, on sait tout ça. On sait que le Parlement est intervenu, que plein de gens sont intervenus. Et pourtant, au niveau gouvernement, rien ne se passe. Je trouve qu'actuellement, aujourd'hui, il faut maintenant qu'il y ait une réaction. So what tools can the Belgian authorities use to bring Paul Rusesabagina back? You know, Maître Lurquin believes there are several tools that we can use. From the justice perspective, today, the general prosecutor could ask his counterpart in Rwanda and request that Maître Lurquin gets to visit and talk to his client. Today, you know, we can have the same thing where a Rwandan judge or a Rwandan lawyer can come to Belgium and see his client here or her client. And so since it's possible the other way, we really need the general prosecutor to use their tools that they have through this Belgian corporation. We also need more political will from the government. It's unacceptable that the Belgian government requests more than 3 times for Maître Lurquin to see his client and there's no response. And that is to change that is just to put more political will into this. And this is why we're still wondering and why there isn't more political will. But it's clearly unacceptable. We haven't seen any other country, at least he doesn't know any other country where a lawyer goes to see their client and they're not able to do that. And so we need to be able to get the government, the political will from the Belgians here. But there are tools, but they need to be used. And again, that's why we're here. D'autres questions? Je pense que peut-être nous allons conclure. Est-ce que un des panélistes veut faire une dernière intervention? Non? Donc voilà, nous allons conclure. Oui, Karine. Déjà, on voudrait encore une fois remercier à tout le monde d'avoir participé dans cette conférence avec nous. On encourage tout le monde à continuer à lever vos voix, à exposer l'injustice qui se passe et à montrer ce qui se passe pour qu'on puisse avoir une intervention et le soutien du gouvernement belge, du gouvernement européen et pour pouvoir avoir accès à notre père et le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Donc, encore une fois, on remercie tout le monde. On remercie Maître Lurquin encore plus pour son courage et on continuera. On va transcrire cette conférence de presse et la partager aussi pour ceux qui n'ont pas compris entre l'anglais ou le français. Mais on vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Just quickly in English, we would like just to thank everyone for joining us today, for listening to our plea. Specifically, we'd like to thank Maître Lurquin for his courage and for everything he's doing to help our father, for going to Kigali, knowing the risk.
we'll make sure to transcribe and this press conference to make sure that everyone has everything in all the languages, in both in French. Apologies that we always have to go back for it, but we really need to make sure that everyone can understand and hear our message. I'd also like to thank our team, the people that have been helping us, our family, for a very long time. They're in Chicago right now, and they it's 4 a.m. right now in the morning, and they're helping us broadcast this to the world. And so I really want to thank Kitty and Kevin for getting up so early. And lastly, I'd like to thank Eva for also joining us to translate and make sure that we don't miss anything that Maître Lurquin said to us in French to English. And again, thank you very much for everybody and for joining us and being with us in this difficult time. Je voudrais juste encore dire un tout petit mot, parce que le courage essentiel, c'est quand même le courage de la famille. Et vous n'imaginez déjà pas depuis 1 an quel courage ils ont eu. Et aussi cette inquiétude qui est quand même très réelle et très profonde aujourd'hui par rapport à M. Roussé-Sapagina. Et ça, je crois qu'il faut le dire aussi aux politiques, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop tard, leur réaction. Mais vraiment, merci à la famille. Il a une famille formidable et c'est ça qui le maintient encore au niveau de la prison de Nyamourengue. Merci donc à Maître Lurquin, merci Karine, merci Anaïs, merci Roger. Merci aux journalistes qui étaient présents ce matin en présentiel ici à Bruxelles. Thank you to the journalists who are also on social media with us. Vous pouvez continuer donc à suivre l'actualité de Paul Rusesabagina au travers du site internet de la Fondation. Je vais vous le rappeler, donc c'est www.hrrfondation.com. Sur Twitter également, Free the Hero. Sur Facebook, Free Paul Rusesabagina. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au travers de ces canaux. If you have any other question or requests, please do not hesitate to contact us on the Foundation website. Merci à tous et à très bientôt. Et pour rappel, donc, le verdict a été placé au 20 septembre, donc c'est une des prochaines séances qui devrait nous rassembler. J'y serai. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci, au revoir.